Cette épouse et mère de famille a été accusée d'avoir tenté d'engager un tueur à gages pour tuer son mari. Mais selon les procureurs, ce n'était pas un tueur à gages secret comme on en voit dans les films qu'elle aurait sollicité. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'un mineur qu'elle voulait utiliser pour la sortir de son mariage en éliminant son mari, un détenu mineur à qui elle enseignait l'anglais derrière les barreaux. Maintenant, si cela n'était pas déjà assez choquant, cela va encore plus loin, car en plus de cela, elle a également envoyé à ce garçon des photos explicites d'elle-même et a eu des contacts sexuels avec lui. Le jury vient de rendre un verdict choquant. Il y a beaucoup à analyser sur ce sujet. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Il existe plusieurs façons de mettre fin à un mariage. Aucune n'est simple. Mais il y a le divorce ou la séparation à l'amiable. Mais comme nous l'avons vu dans de nombreuses histoires criminelles réelles, certaines personnes pensent que leur solution pourrait être d'engager quelqu'un pour tuer leur conjoint. Les procureurs du petit comté d'Adair dans le Kentucky ont soutenu que c'était l'approche qu'a choisie Helena Barden, âgée de 27 ans, plus tôt cette année. Helena était enseignante dans le système scolaire public et elle avait été chargée d'aider les jeunes qui passaient du temps dans un centre de détention pour mineurs local, des personnes qui faisaient face à des accusations. C'est un travail admirable. Elle semblait aussi être une personne remarquable et une épouse aimante. Elle publiait des vidéos sur TikTok de ses soirées en amoureux avec son mari et elle était aussi maman. Et elle s'assurait que les gens sachent à quel point elle aimait sa fille. Dans cette publication, elle dit « Ma fille », publiée le 27 mars cette année. C'était ce mois-là de cette année. Une enquête a cependant été ouverte sur Helena Barden, qui allait briser cette image admirable qu'elle avait aussi bien au travail qu'à la maison. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils effectuaient une fouille de routine du centre de détention, cherchant simplement de la contrebande, des choses comme ça, chez les jeunes qui passèrent du temps derrière les barreaux. Et lors de cette fouille de routine, ils ont trouvé sur l'un des mineurs ce qu'ils ont qualifié de documents explicites. Certains de ces documents explicites concernaient Helena Barden. Ce garçon sur lequel ils ont trouvé les documents explicites était celui à qui elle enseignait l'anglais derrière les barreaux. Une enquête plus approfondie a révélé que, je cite, Barden avait soumis le mineur à des contacts sexuels illégaux et lui avait fourni des images sexuellement explicites d'elle-même. Mais non seulement la police de l'État du Kentucky a accusé Barden d'avoir eu des contacts sexuels avec ce garçon et de lui avoir envoyé des photos explicites d'elle-même, mais ils ont également déclaré que Barden, je cite, avait sollicité un mineur de sexe masculin au centre de détention pour mineurs d'Adair afin qu'il tue son mari. Maintenant, c'est surprenant quand on jette simplement un coup d'œil à ses réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Elle paraît heureuse en mariage, mais les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de l'histoire. La dernière publication de Barden sur les réseaux sociaux date du 28 mars où elle était avec sa fille. Le 28 mars est important car c'était le lendemain de la découverte par la police d'images explicites dans l'établissement. Il n'est pas clair si elle savait ce que le personnel avait découvert à son sujet au moment où elle a publié cette image. 4 jours plus tard, elle l'a découverte, car le 2 avril, la police du Kentucky l'a arrêtée. Barden a été arrêtée. Elle a été inculpée de sollicitation de meurtre, d'abus sexuels au premier degré et de diffusion de documents obscènes à un mineur. Son procès a eu lieu ce mois-ci. Et si on pense au calendrier, je veux dire, c'est assez rapide comparé à certains autres procès très sérieux que nous suivons ici à Law & Crime. Tout cela s'est passé en mars et avril. Elle a maintenant un procès de 2 jours en septembre 2025. Au procès, les procureurs ont affirmé que Barden avait dit à son élève qu'elle voulait tuer son mari ou que le garçon pourrait demander à un ami de Louisville de le faire. Ceci selon le journal le Lexington Herald Leader. Le mobile avancé était que Barden voulait quitter ce mariage sans partager ses biens ni la garde de leur fille de 5 ans avec son mari. Le journal écrit que le mineur était en prison pour une accusation de meurtre. Et Barden, selon les rapports, certaines choses qu'elle lui a dites ont été retrouvées dans des lettres et un journal obtenu par les enquêteurs. Dans une lettre, elle lui écrivait « Je sais que tu dis vouloir t'occuper de lui, mais ne vaudrait-il pas mieux que quelqu'un d'autre s'en charge pour éviter les soupçons sur toi ?» Barden a aussi noté dans son journal que le garçon faisait des commentaires, à l'oral et par écrit, sur se débarrasser de mon mari. Je lui demandais ce qu'il voulait dire. Il était toujours très catégorique sur le fait que si jamais il refaisait quelque chose de criminel, il le ferait seul. Le rédacteur en chef du Times rapporte que l'avocat de Barden a examiné l'affaire et affirmé que toute sollicitation de meurtre n'était qu'une plaisanterie entre professeurs et élèves.
Peut-être que cela a franchi une limite sur le plan éthique, mais en ce qui concerne le fait qu'elle aurait essayé d'engager un tueur à gages pour tuer son mari, la défense a dit absolument pas. Ils ont dit que les lettres sur le meurtre du mari de Barden n'avaient jamais été prises au sérieux. Le journal rapporte que le mineur a déclaré au juré qu'il pensait que Bardin était sérieuse sur le meurtre de son mari, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention d'agir. Je veux dire, c'est important de le noter. Il fait face à une accusation de meurtre. Il est derrière les barreaux. On ne sait pas s'il sortira un jour de prison, ni quand cela pourrait arriver. L'avocat de Barden semble également avoir attaqué la crédibilité de ce témoin mineur à la barre, et il a essayé de faire valoir devant les jurés que ce garçon manipulait son enseignante autant qu'elle l'aurait manipulé lui-même. C'est un argument difficile à défendre, mais dans ce type d'affaires, les avocats doivent adopter cette position pour tenter de convaincre les jurés. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect sexuel de cette relation, les procureurs ont présenté des photos explicites que Barden avait envoyées à ce garçon. En fait, ils affirment qu'elle est allée chez Walmart pour les faire développer. Ils ont aussi des images de caméra montrant qu'elle est entrée dans la cellule du garçon, malgré l'interdiction du règlement du centre de détention. Les enquêteurs ont aussi lu près de 140 pages de lettres écrites par Bardin à ce garçon, contenant souvent un langage explicite, des fantasmes sexuels et la description de contacts sexuels réels avec lui. Et le garçon aurait confirmé tout cela à la barre. Ce procès a duré 2 jours et le jury est revenu avec un verdict choquant. Barden, cette mère, cette épouse, cette professeure d'anglais, a été reconnue coupable d'un chef d'abus sexuel au premier degré et d'un chef de transaction illégale avec un mineur pour distribution de matériel obscène à un mineur. Mais c'est là que cela devient choquant. Si des photos explicites existent, il est évident ce qu'elle a fait avec ce mineur. Concernant l'accusation d'avoir poussé un garçon d'un centre pour mineurs à tuer son mari, les jurés l'ont déclaré non coupable. Peut-être ont-ils accepté l'argument selon lequel une partie de sa communication avec ce garçon était une plaisanterie. Peut-être que le fait que le garçon ait dit qu'il n'avait jamais vraiment envisagé de le faire ou qu'il n'aurait pas été capable de tuer son mari a eu un impact sur les jurés. Barden, bien qu'acquitté de l'accusation la plus grave, devrait quand même purger une peine de prison, selon les procureurs. Je vais vous dire dans un instant combien de temps elle pourrait écoper. Le Times rapporte plus tard que son mari a demandé le divorce en mai de cette année, ainsi que la garde exclusive de leur fille. Quant à la peine de prison, les procureurs demandent une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Cette ancienne enseignante, ex-épouse et future détenue sera condamnée en novembre. Nous accueillons maintenant l'avocat de la défense pénale, Jean Day. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Donc ils ont les messages qu'elle aurait envoyés disant qu'elle voulait que ce mineur tue son mari, mais elle a été déclarée non coupable. Qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir invité, Christophe. Cette affaire est inhabituelle car le parquet n'aurait pas poursuivi sans être convaincu de pouvoir convaincre un jury, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle voulait engager ce mineur pour tuer son mari. On constate que le jury a été très réfléchi. Ils ont délibéré à ce sujet et ont pu rejeter certaines des accusations en se basant sur les témoignages qu'ils ont entendus. Elle a tout de même été reconnue coupable de crime, mais l'affaire principale intentée contre elle par ses procureurs a échoué. D'après ce que j'ai lu, la défense prétend que les messages où elle aurait voulu que ce mineur, détenu dans ce centre pour mineurs, le pousse, lui ou un ami, à éliminer son mari pour sortir du mariage, relèvent d'une stratégie. La défense affirmait qu'elle n'avait jamais été vraiment sérieuse sur ce point. Dans ce type d'affaires, l'argument « je plaisantais » est-il vraiment efficace, surtout s'il existe des preuves comme des mots laissant penser à une réelle intention? D'accord. Eh bien, dans ce cas, ça a été efficace et l'équipe de défense a réussi à convaincre le jury qu'il ne devait pas le prendre au sérieux. Et bien sûr, c'est un coup dur pour l'accusation. Mais encore une fois, souvenez-vous, ils ont pu déterminer, à leurs yeux, qu'elle était coupable de crimes de malhonnêteté, de crimes impliquant des choses comme l'envoi de matériel à des mineurs, son implication avec le mineur. Le jury a donc pu faire une distinction à ce niveau. Mais l'idée, au final, que la défense puisse dire « Regardez, ne prenez pas cela au sérieux ». Elle est juste, vous savez, c'est juste une sorte d'échange humoristique entre l'accusé qui travaille dans l'établissement et ses détenus mineurs, ses jeunes, ses enfants en détention. Je veux dire, cela a dû être très efficace aux yeux du jury parce que même s'ils ont pu la condamner, ils avaient quand même des doutes.
Ils pensaient toujours que la défense disait la vérité. Rappelez-vous, elle n'a pas témoigné et aucun autre témoin n'a été appelé. Tout reposait uniquement sur la démolition du dossier de l'accusation. Parce que, pour reprendre votre point, je veux dire, voici quelqu'un pour qui il y a des preuves qu'elle a franchi toutes les limites éthiques et légales en ayant des contacts sexuels avec un mineur. Elle a envoyé ses notes, environ 140 pages. J'ai vu dans le journal que même le détective rougissait en les lisant. Ces messages beaux au garçon étaient très explicites. Il semble qu'il pense qu'elle avait une sorte de motif, qu'elle voulait sortir de son mariage, mais sans partager les biens, sans avoir à partager la garde de leur fille. Dans de nombreux cas, c'est là que le verdict de culpabilité tombe. Dans des affaires, comme celle-ci cependant, où l'on voit ce genre de décision partagée, quel type de jury intervient généralement? Qu'est-ce que cela dit sur ce groupe de personnes qui ont vu cela? Et à quel point est-il courant de voir un jury capable de distinguer ce dont elle est accusée ici et ce dont elle est réellement coupable ici? Oui, c'est un point intéressant, Chris. Et je repense aux peut-être 1000 procès avec jury que j'ai menés dans ma carrière. Et à chaque fois, ce que je remarque, et c'est toujours la même chose, un jury prend son travail très au sérieux. D'accord. Peu importe que vous soyez procureur ou avocat, les jurés font simplement leur travail, même si le résultat ne vous plaît pas. Ils sont réunis, vous savez, ce sont 12 personnes ou 6 personnes, ou peu importe le nombre, qui ne se connaissent pas et qu'on réunit pour leur confier cette tâche. On leur demande de s'asseoir et d'écouter ces preuves, ce qui est souvent très perturbant. Et donc, vous avez des situations où des personnes qui sont étrangères les unes aux autres s'assoient dans une petite pièce, ils visionnent des vidéos, entendent des témoignages troublants et observent l'accusé à la table de la défense. À la fin de la journée, ils prennent leur travail au sérieux. Et souvent, je n'ai pas été d'accord avec leur verdict, mais je n'ai jamais pensé que les jurés dans mes affaires ne prenaient pas leur travail au sérieux. Dans cette affaire du Kentucky, ce que nous voyons, c'est un jury qui a vraiment pris son travail au sérieux. Ils se sont assis et ont réussi à démonter l'affaire présentée par l'accusation, affirmant croire à certains éléments. Nous ne croyons pas au reste. Et même si les faits ici sont incroyablement troublants, impliquant des allégations de participation avec un mineur dans le centre de détention pour mineurs, ils ont pu dire au procureur, en gros, que vous n'aviez pas les preuves. Vous ne nous l'avez pas prouvé. Nous avons pris notre travail au sérieux, examiné les preuves et pu l'acquitter de certaines accusations graves. Le délai entre le début de l'enquête et le verdict a semblé très court, car c'est en mars de cette année, à la fin du mois de mars, qu'ils ont découvert ces documents explicites. 4 jours plus tard, en avril 2025, elle est arrêtée. Voilà où nous en sommes. C'est un procès de 2 jours en septembre pour juger sa culpabilité. Qu'en pensez-vous? Ce calendrier vous paraît-il rapide? Oui, c'est rapide. Je veux dire, les juridictions diffèrent en fonction de leur charge de travail, mais cela semble particulièrement être une procédure rapide pour l'affaire du procureur. Et puis là, bien sûr, le jury n'a pas mis trop de temps à revenir non plus. Ils avaient déjà une idée en tête en y allant après avoir écouté les preuves. Mais d'après mon expérience avec ce genre d'affaires devant des jurys, je pense qu'ils sont probablement entrés en délibération avec au moins un certain scepticisme concernant le dossier de l'accusation, parce qu'ils ont pu démonter cela et dire « nous allons l'acquitter de ces chefs d'accusation ». Donc, au fur et à mesure que les preuves sont présentées, que l'affaire se déroule, ils restent sceptiques. Ce procès n'a duré que 2 jours, ce qui me semble très court comparé à d'autres affaires médiatisées où les procès sont bien plus longs. Brian Koberger aurait duré 3 mois. Shandy Combs, cela a aussi été vu comme un procès long, bien plus que 2 jours. Des situations très différentes, et je comprends cela. Mais qu'est-ce qui détermine réellement la durée d'un procès? Et dans ce cas, seulement 2 jours. Les deux parties présentent une estimation au juge. L'accusation examine le nombre et la qualité des témoignages. Y a-t-il beaucoup de vidéos? Y a-t-il beaucoup de photographies? Et cela, vous savez, dans les affaires impliquant des choses comme un homicide, bien sûr, il va y avoir beaucoup de rapports d'autopsie et de photographies. Et vous êtes, je veux dire, cette affaire particulière a probablement été simplifiée, on dirait, parce que du point de vue de l'accusation, c'était relativement simple. Pas beaucoup de témoignages d'experts, par exemple. Cela prend du temps quand les deux parties ont des témoins experts qui s'opposent lors de leur témoignage. L'accusation a monté ce qu'ils ont dû considérer comme une affaire simplifiée.
Mais compte tenu du verdict, on se demande s'ils n'ont pas lésiné sur leur travail. Est-ce qu'ils étaient vraiment prêts? Parce que quand on se présente et qu'on perd sur des chefs d'accusation aussi graves, il faut revenir en arrière et se demander qu'est-ce qu'on a mal fait. Qu'est-ce qui est du côté de l'accusation, et même pour la défense dans votre travail aussi, quand il s'agit de déterminer? D'accord, voici les preuves que nous avons, et voici ce dont nous avons besoin. Avec du recul, ils se demandent s'ils auraient pu faire venir un témoin. Je sais qu'ils avaient le mineur lui-même à la barre, et je suis sûr qu'il se sentait vraiment confiant à son sujet en tant que témoin. Les messages textes, ou plutôt pas les messages textes, les lettres, ils avaient aussi un journal intime d'elle, une vidéo de surveillance où on la voit entrer. Et tout cela a certainement renforcé le dossier concernant les chefs d'accusation sexuelle auxquels elle faisait face. Mais quelle est généralement la stratégie pour s'assurer que l'on raconte une histoire qui puisse garder les jurés engagés sans les ennuyer, tout en ne leur cachant pas des faits importants? D'accord. Eh bien, vous avez touché le point clé. Je veux dire, si vous êtes avocat au tribunal en droit pénal, que vous soyez du côté de l'accusation ou de la défense, vous devez être un conteur. Je veux dire, les meilleurs avocats que j'ai jamais vus au tribunal sont aussi les meilleurs conteurs. Et ce sont ceux qui ont réussi, que ce soit naturellement ou après des années de travail, à construire un récit que le jury peut suivre, comprendre et croire. Et à la fin de la journée, ils peuvent accepter votre version des faits. On observe souvent cela chez les jeunes avocats, procureurs et avocats de la défense. Ils n'ont peut-être pas encore les compétences de narration qu'ils développeront plus tard dans leur carrière. Mais ce genre de choses, vous savez, les jurés sont habitués à regarder des séries d'avocats à la télévision et au cinéma. Et ils voient ces présentations fluides qui sont, vous savez, soignées et éloquentes. Et ils entrent là-dedans en s'attendant à ça, ils s'y attendent. Désolé, j'ai un chien ici, Chris. Toutes mes excuses. Donc les jurés entrent là-dedans et ils s'attendent à une présentation fluide. Ils s'attendent à ce que les avocats soient comme les hommes et les femmes qu'ils voient à la télévision. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour atteindre ce niveau, même sans passer à la télévision. Oui, car même dans certains cas, comme l'affaire Casey Anthony, José Baez, un vrai showman, savait vraiment bien raconter son histoire. Et ensuite, tu as vu le verdict aller dans leur sens. Tu sais, tu penses que c'est ce qu'on attend, même dans un comté rural, que quelqu'un pourrait avoir comme le comté d'Adair, où tout cela s'est passé. Je sais que les procureurs réclament 14 ans pour ces deux autres chefs d'accusation dont elle a été reconnue coupable. Même si elle a été acquittée pour la sollicitation de meurtre, elle a eu des relations sexuelles et envoyé des messages explicites à ce garçon, ce qui reste très grave. Quels critères un juge prend-il généralement en compte pour décider de la peine dans une affaire comme celle-ci? Sachant que cela varie selon les juridictions. Mais en général, sur quoi se base-t-il pour fixer la peine? D'accord, le juge a assisté à tout le procès. Le juge a pu évaluer l'honnêteté et le caractère de l'accusé pendant ce petit laps de temps du procès, même s'il ne s'agit que d'un procès de 2 jours où il l'observe. Même si l'accusé ne témoigne pas, le juge dispose des preuves présentées par l'accusation. Et le juge a pu observer le comportement de l'accusé à la table de la défense. Souvent négligé, je pense. Au tribunal, lors d'un procès, l'avocat de la défense joue comme au théâtre et doit rappeler à son client qu'il est observé tout au long de l'audience. Donc, même pendant une pause, même quand il ne se passe rien, tous les regards sont tournés vers vous. Mais le juge va prendre en compte les antécédents criminels. Les juges peuvent prendre en compte la nature de l'infraction, l'histoire personnelle de la personne. Dans ce cas, parce qu'elle était en position d'autorité, je pense qu'un juge sera beaucoup plus sévère lors de la condamnation que si c'était une situation différente. Parce que lorsque vous obtenez cette autorité, par exemple en tant qu'enseignante, un juge dira que vous en avez abusé. Et donc, il y aura une sanction qui sera plus sévère que ce que je donnerais autrement. Bien qu'elle ait été acquittée de sollicitation de meurtre, il existait des preuves qu'elle avait exprimé vouloir la mort de son mari, même si la défense affirmait qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Le mineur à la barre disait qu'il pensait qu'elle était sérieuse. Il a apparemment dit cela, bien qu'il pensait ne jamais passer à l'acte et n'y avoir jamais vraiment réfléchi. Cela pourrait-il, même après sa condamnation, influencer la décision d'un juge, puisque, malgré tout, elle a tenu des propos troublants sur son mari devant un témoin du procès? Oui, absolument. Les déclarations des témoins vont rester dans l'esprit du juge pendant qu'il prendra sa décision sur la peine.
Vous savez, les juges sont parfois surpris par le verdict d'un jury. Et dans leur esprit, ils peuvent en quelque sorte s'ajuster. La peine qu'ils estiment correspondre aux faits. Vous savez, les juges acceptent évidemment le verdict du jury, mais en même temps, ils ont assisté à la présentation des preuves. Ils ont entendu les témoignages. Et vous savez, j'ai eu des affaires où les juges étaient frustrés que l'accusation n'ait pas pu conclure l'affaire et convaincre un jury. Et donc, il pourrait y avoir un effort de la part d'un juge pour dire « Écoutez, j'ai assisté à tout cela, je sais à quel point c'est sérieux. Et même si vous n'avez pas été reconnu coupable de cela, je sais ce que j'ai entendu. » On voit cela parfois. Un juge voudra évidemment appliquer ce qu'il a observé durant ce procès. Même si ce n'est que 2 jours, ils ont entendu beaucoup de preuves. Encore une fois, cela dépendra de l'historique et de la position d'autorité de la personne dans la communauté. Et est-ce une aberration ou est-ce que cette personne a déjà eu un historique de comportement inapproprié? Dans ce cas, nous l'ignorons. Mais le fait qu'elle occupait une position d'autorité dans un établissement aura évidemment un impact. Je n'étais pas dans la salle lors du verdict, mais je suis sûr qu'il y a eu un soulagement pour l'accusée quand elle a été déclarée non coupable de l'accusation la plus grave. Mais ensuite, la réalité frappe. Vous êtes toujours reconnu du coupable de ces 2 autres chefs d'accusation et vous pourriez passer un temps considérable en prison, peut-être 14 ans. C'est une grande partie de votre vie en prison. Quelles sont les émotions du côté de la défense? Je suis sûr qu'en tant qu'avocat, tu es ravi, il semble que c'était un excellent travail d'avocat pendant le procès. Mais en même temps, ton client va quand même partir pour un moment. Quelle est l'émotion et la dynamique après cela, la conversation avec l'accusé? Emmène-nous dans la pièce à ce moment-là. D'accord. Eh bien, en tant qu'avocat de la défense, tu fais de ton mieux pour préparer ton client au pire des scénarios. Je veux dire, tu dis, écoute, tu sais, le procès est terminé. Tu as un peu de temps avec eux après que le jury parte délibérer. Tu attends le verdict et tu passes en revue tous les scénarios avec ton client. Tu l'as déjà fait, mais ça prend vraiment sens quand tu attends un verdict. Tu leur expliques les options, ce qui jouait pour nous et ce qui ne jouait pas. Prépare-toi au pire scénario. Et les meilleurs avocats sont capables de préparer leurs clients à cette éventualité. Si tu regardes le procès d'O.J. Simpson, tu sais que ses avocats lui ont dit qu'il risquait vraiment d'être condamné. Et donc, quand le verdict tombe et qu'il est moins sévère que ce que le procureur voulait, ce n'est pas, dans ce cas, un acquittement total, mais la défense doit être satisfaite. Avoir réussi à obtenir un acquittement sur l'accusation la plus grave. Le client, l'accusé, sera soulagé. Il risque une peine, mais bien moindre que ce qu'il aurait pu avoir. Donc, il y a un sentiment de soulagement, même s'il est très probable qu'il va faire un peu de prison. Et puis enfin, vous savez que le procureur est ce qu'il pourrait présenter en demandant 14 ans. Lorsqu'elle sera condamnée en novembre, que peut faire la défense pour essayer de limiter les dégâts et la durée de son incarcération? La défense, d'ici la date de la condamnation, va se concentrer sur l'atténuation de sa peine, en fournissant au juge des informations sur elle, qui elle est, son parcours, ce qui l'a menée à cette situation et ce que le juge devrait prendre en compte pour faire preuve de clémence. Je veux dire, vous préparez carrément tout un dossier sur votre cliente. Vous rassemblez l'histoire familiale, l'histoire sociale, les antécédents médicaux, le parcours professionnel. Vous parlez aux amis, vous parlez aux voisins. Je veux dire, pour vraiment bien faire ce travail lors d'une audience de détermination de la peine comme celle-ci, il faut avoir en gros un livre entier sur votre cliente, sur la prévenue, à remettre au juge pour dire « Regardez, voilà qui elle est. Voilà comment elle en est arrivée là. Elle a commis une erreur. Elle n'en avait jamais fait de ce genre auparavant. » En résumé, vous créez un récit sur votre cliente, la prévenue, fondé sur des faits, mais visant à ce que le juge considère qu'il y a de nombreuses raisons de ne pas lui infliger la peine maximale. Voici de nombreuses raisons de ne pas lui donner la peine maximale. Nous verrons comment cela se passera. Je sais qu'elle sera condamnée en novembre. Verdict choquant de voir ce non coupable, mais bien sûr, elle passera probablement pas mal de temps en prison. J&D, avocat de la défense pénale. Merci pour votre analyse. Toujours un plaisir de vous accueillir sur Law & Crime. Content de vous voir. Merci, Chris. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.